Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec le docteur Claude Dahl et nous allons voir pourquoi faire un bilan anti-âge. Alors le docteur Claude Dahl est un médecin anti-âge exerçant à Paris. Il est enseignant dans de nombreux DU, notamment à Milan, en Espagne et également à Paris. Il est conférencier international, chargé de cours à la faculté de médecine de Paris, directeur scientifique de congrès, président de la WOSIAM et auteur de nombreux livres dont Anti-Aging the Guide, les traitements anti-âge, peau et anti-âge. Alors les bilans anti-âge sont des sentinelles de notre santé. On peut prévenir, prédire et on peut rendre les affections que nous avons ou que nous risquons d'avoir plus gérables et plus guérissables dans le temps. Alors parmi les bilans, on peut faire des bilans antioxydants, vitamines et minéraux, acides gras, neurotransmetteurs. On peut suivre les organes qui peuvent donner des cancers fréquents, comme les seins, la prostate ou le côlon. On peut également faire annuellement un check-up cardiovasculaire. On peut corriger nos déficiences hormonales et récemment, on peut voir l'état de nos télomères. Alors la première question que je vais poser au docteur Claude Dahl, c'est à partir de quel âge peut-on faire un bilan anti-âge? Alors en fait, le maximum de notre corps humain, de notre capacité humaine, tourne autour de 25 ans, que ce soit physique, moral, mental, cérébral. On pense que le déclin est très lent au début parce qu'on a tellement de taux d'hormones, tellement d'optimisation que c'est vers 38-40 ans qu'on ressent les premiers signes, souvent de la fatigue ou des troubles hormonaux ou de la mauvaise récupération, etc. Donc vers la quarantaine, disons, même pour les hommes et pour les femmes, peut-être un peu plus tôt pour les femmes, c'est le bon moment pour commencer à faire son premier bilan et pour voir surtout à quelle vitesse on va perdre ces différentes fonctions, ces différents taux, à quelle vitesse on va vieillir. Parce qu'on est tous très très inégaux par rapport à ce vieillissement. C'est vraiment je suis en train de vieillir, que dois-je faire? C'est ça? Voilà, c'est un C'est peu quand ça. on commence à se poser la C'est question. d'où je pars, où je vais, mais surtout à quelle vitesse j'y vais, quoi. Quelle est la cinétique de mon vieillissement. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre d'un bilan sanguin? Par exemple sur les intolérances alimentaires, Alors on peut stress. attendre maintenant avec les bilans sanguins anti-âge, on peut attendre vraiment énormément de renseignements dans tout un tas de domaines, non seulement les hormones, mais aussi les antioxydants, les acides gras, les neurotransmetteurs, les télomères, les risques cardiovasculaires, les risques de diabète, etc., etc. Donc on a une espèce de panorama très, très full, très varié de ce qui se passe, et ils vont s'allumer parfois plusieurs warnings différents, plusieurs paramètres qui vont indiquer que tel patient est à risque de maladie du côlon, de maladie de diabète, de maladie cérébrale, etc., etc. Donc c'est en fait des indications pour aller chercher et éviter que les pathologies apparaissent ou ralentir leur apparition. Alors, j'ai des prix par exemple pour différents bilans, donc ça a baissé hein, un petit peu. Ouais. Depuis quelques années, les labos français se sont beaucoup impliqués dans les bilans anti-âge, ce qui n'était pas le cas il y a encore 5 ans par exemple. Et c'est vrai que maintenant, la France commence à être un peu au top de ce qui se fait en Europe. On a beaucoup avancé. Et disons qu'entre 300 et 500 euros non remboursés, on commence à avoir un bilan anti-âge assez copieux et assez riche pour donner plein d'informations aux médecins et pour pouvoir établir un partenariat entre le patient et le médecin, parce que c'est ça la médecine anti-âge. Hein. Et c'est ce qu'on appelle la médecine 4P, c'est-à-dire qu'elle est prédictive, elle est préventive, elle est personnalisée, totalement personnalisée, puisque chacun est individuellement très différent de son voisin, et elle est participative. C'est une association entre le patient et le médecin. Alors, j'ai quelques prix, vous me corrigerez. Par exemple, stress oxydatif dans les 100-120 euros, c'est ça? Ouais, c'est à peu près ça maintenant. Ça a Acide beaucoup de... gras, 90 euros. Ouais, c'est ça à peu près ça, voilà. Neuromédiateur, Ouais, 110. c'est ça a beaucoup baissé. Un bilan hormonal complet dans les 300 euros, c'est Ouais, ça? Ouais. maximum, on arrive à des choses très bien avec moi. Alors, on a des bilans génétiques. Alors là, par exemple, ça a énormément baissé, quoi. Oui, la génétique est en train d'envahir le champ de la médecine prédictive. Il y a beaucoup de laboratoires qui s'y intéressent, en Europe et en dehors de l'Europe, aux États-Unis par exemple. C'est vrai que les bilans vont varier entre 150 et 300 euros. On peut avoir des marqueurs génétiques très intéressants pour, par exemple, un plan cardiovasculaire ou un plan colique ou le risque de cancer du sang, etc. On parle beaucoup des métaux lourds. Alors, je vois bilan des métaux lourds à peu près 100 euros, Ouais, c'est c'est ça? ça. Il y a Et des un tests bilan très immunitaire faits. autour des 400 euros. Voilà, les bilans immunitaires sont un peu plus chers, mais ils ont commencé à baisser aussi. Ouais. Alors, dans les bilans anti-âge, la part des hormones est très importante. Alors, pour préciser à nos auditeurs,
Qu'est-ce que c'est que l'hormonothérapie exactement? Alors l'hormonothérapie, la thérapie, c'est le traitement par les hormones. En fait, la constatation est la suivante. Il y a un siècle, on décédait à peu près à 60 ans. Maintenant, on commence à décéder à 90 ans, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc la durée de vie s'est allongée de 30 ans. Or, la ménopause arrive à 50 ans, donc ça veut dire qu'on va vivre 40 ans sans hormones. Et l'andropause, qui est beaucoup plus lente, mais qui existe quand même chez l'homme, bien sûr, elle arrive vers 55-60 ans à peu près. Donc c'est le même phénomène. Donc les gens vont vivre 30 ou 40 ans sans hormones, alors qu'ils auront vécu 40 ans avec hormones. Donc c'est impossible en fait. Si on réfléchit, c'est évident que ça provoque des pathologies, comme ça incite au diabète, ça incite aux maladies, l'Alzheimer par exemple, etc. On sait qu'ils sont liés en partie aux hormones. Donc corriger les hormones, si on le peut, on ne peut pas chez tout le monde, mais si on peut le faire, c'est déjà une excellente prévention pour beaucoup de pathologies. Alors, assez brièvement, par exemple, pour certaines hormones, ça va être le rôle de la DHEA. On en a beaucoup parlé à une époque. Alors on a beaucoup parlé de la DHEA, surtout le professeur Beaulieu qui a été un pionnier, un Français pionnier dans ce domaine, sur les stéroïdes. La DHEA est une hormone qui est un double tranchant. C'est une hormone déjà qui est une hormone mâle, qui est une hormone androgénique, donc qui a des effets plus mâles que femelles. C'est une hormone qui est une pro-hormone, donc elle peut être transformée en d'autres hormones dans le corps humain, et c'est ça qui en fait à la fois ses bienfaits, mais à la fois ses dangers. Si par exemple une femme a eu des pathologies au niveau du sein, pour certaines pathologies, c'est vraiment contre-indiqué de donner de la DHEA, parce que c'est une hormone qui est beaucoup métabolisée dans le corps humain. Donc elle doit être prescrite judicieusement, il ne faut pas la prendre par soi-même, il faut consulter un médecin avant. Certains peuvent en prendre, d'autres ne peuvent pas en prendre, et les dosages hommes-femmes sont très différents pour la DHEA. Alors pour les hommes, c'est surtout la testostérone, notamment. Oui, l'homme a une hormone principalement qui lui sert au niveau muscle, au niveau forme mentale, au niveau cardiovasculaire, qui est la testostérone. C'est une hormone qui décline tout doucement chez l'homme, plus ou moins selon les personnes. Mais c'est vrai qu'à partir de 65 ans, par exemple, beaucoup d'hommes entament une andropause qui, elle, favorise le diabète, favorise la prise de poids, favorise le ralentissement mental, la dépression, etc. Donc là, le corriger un tout petit peu la testostérone, c'est parfois très utile et très très efficace. Et pour les femmes, donc les œstrogènes. Alors l'hormone reine chez la femme, c'est évidemment l'œstradiol, c'est l'œstrogène, c'est l'hormone qu'elle a avec ses ovaires jusqu'à la date de sa ménopause. Et à la ménopause, il y a une chute brutale en œstradiol. Si on peut compenser en œstradiol chez la femme, c'est sûr qu'on va avoir un bénéfice. Également pour la prévention du diabète, pour la prévention des pathologies coliques, par exemple, il y a beaucoup moins de cancers, et aussi la prévention des maladies cardiovasculaires, puisqu'une femme sur trois mourra de maladies cardiovasculaires. Alors, typiquement et basiquement, hein, on est bien d'accord, c'est à chaque fois ça doit être individualisé, mais quel va être un traitement hormonal, par exemple un dosage de DHEA, d'estradiol ou de testostérone? Alors, chez les femmes, par exemple, les traitements sont totalement différents hommes-femmes. Chez un traitement chez la femme, par exemple, ça va associer de l'œstradiol à dose vraiment basse. Maintenant, on utilise vraiment des doses très très basses qu'on appelle en anglais les low doses, aussi bien pour l'œstradiol que pour la progestérone. Et on fait ça de manière discontinue. On fait toujours un break, une coupure dans le traitement tous les mois. Il y a un arrêt de 5 jours ou 8 jours ou 6 jours pour laisser le corps en fait se reposer comme si on avait des règles, comme si on avait un cycle normal. La DHEA chez la femme, c'est souvent maximum 25 mg par jour le matin. Si on veut faire un bilan, par exemple, un traitement chez l'homme de l'andropause, la testostérone, ça va être entre 2 et 5%, disons, chaque matin, en gel, en crème, sur la peau. Tout ça pour éviter le passage par le foie, pour éviter le passage hépatique, pour prévenir les conséquences et les effets secondaires. Et dans ces cas-là, il n'y a pas d'effet secondaire. Et la DHEA va être autour de 50 mg chez l'homme s'il a besoin. Et la testostérone, c'est pareil, on conseille souvent de faire un break d'un jour ou deux par semaine pour laisser le corps se reposer et pour laisser en fait d'autres hormones cérébrales stimuler encore les testicules et prendre leur place. Alors, on peut effectivement améliorer sa sexualité avec la testostérone, notamment. Il y a d'autres hormones envisageables. On a parlé de l'estradiol donc pour la femme, on a parlé un peu de la DHEA. Ouais. Il semblerait que la mélatonine, la thyroïde, l'oxytocine jouent. Voilà. Alors, l'hormone très à la mode pour la sexualité, c'est actuellement l'ocytocine, qui est l'hormone en fait de l'attachement de la femme à l'enfant pendant l'accouchement, de l'attachement entre les partenaires sexuels.
C'est sûr que c'est une hormone qui est très anti-stress, qui apporte un confort mental et une sécurisation de la relation importante. Mais c'est pareil, elle ne doit pas être prescrite chez n'importe qui, n'importe quand, parce qu'elle fait vraiment baisser l'hormone du stress qui est le cortisol. Et certaines personnes ne peuvent pas en prendre ou doivent en prendre la dose vraiment minimale. Et la mélatonine, pourquoi d'ailleurs? Alors la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, c'est aussi l'hormone de la relaxation. C'est une hormone qui interfère avec d'autres hormones qui apportent aussi un confort physique et mental important. Elle peut être un complément utile dans la relation sexuelle pour Et, augmenter la sexualité. et idem pour les hormones thyroïdiennes en fait. Oui, l'hormone thyroïdienne à moindre dose et dans un champ beaucoup plus limité est aussi utile pour améliorer la sexualité. Alors, notre système immunitaire donc s'affaiblit avec l'âge. Comment on va apporter des antioxydants, justement? Alors, le, quand on mange, quand on respire, quand on marche, etc., dès qu'on bouge, dès qu'on réfléchit même, on s'oxyde, on se rouille en fait, on apporte de la rouille à notre corps. On a des systèmes tampons qui vont limiter cette oxydation, mais il est sûr qu'en vieillissant, les systèmes tampons sont de moins en moins efficaces et l'oxydation, elle, est de plus en plus importante. Donc c'est utile souvent d'essayer de faire un bilan antioxydant, une fois ou deux par an si on peut, et de corriger ce qui va manquer. Par exemple, s'il manque un peu de zinc, ou s'il manque du sélénium, ou si une enzyme antioxydante est trop active, ça peut être un marqueur, un indicateur, on va aller voir ce qui se passe, essayer de trouver l'organe qui est responsable, ou le mode de vie qui a changé, ou la pathologie qui est arrivée, ou la prise de poids, etc. Donc les bilans antioxydants sont vraiment très utiles. On peut avoir des antioxydants naturellement par son alimentation, c'est quand même la première source et la plus simple, mais à condition d'avoir une bonne alimentation et en accord avec sa propre génétique. Donc chacun va avoir son type d'alimentation. On parle aussi d'un bilan de neurotransmetteurs. Alors, c'est réalisé donc à partir d'un échantillon d'urine, hein, cette fois. Oui, C'est d'urine pas, et d'un peu de sang. c'est un peu sanguin. En fait, Qu'est-ce qu'on a comme principaux neurotransmetteurs? on a 4 principaux neurotransmetteurs. On a l'acétylcholine qui est responsable de la vitesse du cerveau, qui est impliquée dans la maladie d'Alzheimer, par exemple. Il n'y a plus d'acétylcholine dans la maladie d'Alzheimer. Il y a la dopamine, qui est un neurotransmetteur qui dope, qui, comme son nom l'indique, dope le cerveau, stimule le cerveau pour l'activité quotidienne journalière, pour faire des actions. On a la sérotonine, qui est un antidépresseur naturel, qui est aussi un neurotransmetteur qui calme, qui apaise, qui sécurise le cerveau, surtout quand on a eu de la dopamine. Par exemple, le stress donne de la dopamine, mais immédiatement la sérotonine va apaiser et camoufler ce stress qui a eu lieu, cette dopamine qui est trop montée. Et puis on a le GABA, qui est vraiment le calmant universel, qui est sécrété au moment du sommeil, et aussi par moment dans la journée, qui lui est chargé de neutraliser tous les autres neurotransmetteurs pour que la réparation du sommeil se fasse dans les conditions optimales. Alors, comment on peut les optimiser, ces neurotransmetteurs? Je vois par exemple qu'on peut utiliser du coenzyme Q10, par exemple. Oui, on peut utiliser par exemple la tyrosine, qui est le précurseur des hormones thyroïdiennes et de la dopamine. La tyrosine, quand on commence à manquer d'envie dans la journée, par exemple, peut être très utile à petite dose, à 500 mg ou 1 g par exemple, et elle fait beaucoup de bien chez les patients, souvent dans ces cas-là, pour améliorer la dopamine et pour améliorer les neurotransmetteurs du stress, qui sont l'adrénaline et la noradrénaline. On lutte mieux contre le stress. On va la trouver où cette... La tyrosine, il faut la prendre, on peut l'avoir dans certains aliments, hein, mais on peut aussi l'avoir en complément alimentaire. D'accord. Alors on a quelques questions, c'est doit-on revenir régulièrement donc, pour changer les dosages? Donc grosso modo, après un bilan, combien de temps après doit-on revenir? Bon, en fait, en gros, si on va bien, si on n'a pas de symptômes, on peut faire un bilan annuel. C'est largement suffisant. Disons que chez la femme, le bilan va être peut-être plus fin et plus répétitif que chez l'homme. Un homme qui a une vie régulière, qui prend régulièrement son traitement, on peut le voir facilement tous les ans, voire un petit peu plus. Par contre, les femmes, surtout après la ménopause, dans les 10 ans qui suivent la ménopause, elles sont beaucoup plus à risque de pathologies cardiovasculaires, de début de cancer, etc. Donc elles ont besoin d'avoir un suivi quand même beaucoup plus régulier. Par contre, après, si elles ont une vie bien stable, il n'y a pas de problème. On peut les voir tous les ans aussi. On nous repose la question, donc à partir de quel âge doit-on consulter? Parce qu'on avait parlé à peu près de la quarantaine. Disons la quarantaine, c'est globalement l'âge des premiers bilans. Ouais. Mais on peut également faire ça en prévention à 30 ans? Oui, on peut le faire à 30 ans, bien sûr. On peut ou à 50, 60? Il y a des étapes clés? 50, c'est vraiment l'étape clé pour tout le monde, hein, hommes et femmes. Et dans ces cas-là, je crois que c'est quand même mieux de le faire avant 50 ans, un petit peu avant la ménopause. Donc, idéalement 40. Ouais, 40, entre 40 et 50, ça vaut le coup. Là, c'est vraiment bien.
Bah, justement, en termes de prévention, donc la question c'est la prise d'hormones peut-elle être utilisée de manière préventive ou uniquement pour rééquilibrer les taux d'hormones? Les deux. Les deux, parce qu'en rééquilibrant les taux d'hormones, on fait de la prévention de certaines pathologies. Par exemple, cardiovasculaire, on aura moins d'infarctus. Par exemple, on aura moins de cancer du côlon chez les femmes. Et on aura moins de diabète ou de prédiabète. Donc à la fois, on traite, on donne du bien-être, et en même temps, on fait de la prévention de pathologies qui apparaissent fréquemment quand on vieillit. Alors, est-ce que cela peut-il aider à retarder la ménopause? Non, on ne peut pas retarder la ménopause. La ménopause est liée à l'horloge biologique. Et malheureusement, et heureusement peut-être, on n'a pas de contrôle sur cette horloge biologique. C'est elle qui va déclencher la ménopause comme elle a déclenché la puberté. Et on n'est pas maître de ça. Et heureusement probablement. Donc ces deux grandes étapes de la vie humaine, on n'a pas de contrôle dessus. Par contre, on peut avoir des contrôles sur les conséquences de ces événements. Alors justement, alors qu'est-ce que l'âge biologique? Parce que Alors l'âge c'est une biologique, notion qui apparaît de temps en temps comme ça, hein. ouais, c'est très difficile en fait à mesurer. Il y a beaucoup de paramètres qui pourraient le mesurer. Ça pourrait être des paramètres cérébraux, des paramètres cardiovasculaires, des paramètres hormonaux, etc. Donc en fait, ça peut être les télomères par exemple. Donc c'est probablement la conjonction de tous ces paramètres qui nous permettent d'évaluer l'âge biologique, mais ce n'est pas un paramètre ou 4 paramètres qui vont l'évaluer. D'accord. Alors, la génétique aujourd'hui va vraiment bouleverser les bilans anti-âge, j'imagine, et notre vie. Alors, est-ce qu'on peut les réaliser beaucoup plus facilement aujourd'hui? Oui, en France c'est encore un peu difficile, mais dans beaucoup de pays ça peut se réaliser relativement facilement. Et c'est sûr que c'est un indicateur pour le médecin des pathologies futures qui peuvent apparaître chez le patient par rapport aux antécédents familiaux et par rapport aux antécédents personnels. C'est quand même une lecture, une grille de lecture beaucoup plus facile si on sait l'interpréter pour adapter un traitement et pour optimiser les traitements anti-âge et pour faire vraiment de la prévention. Ouais, je pense que ça va être une vraie révolution, hein. C'est une vraie révolution également pour la prise des médicaments. On se rend compte que certains patients ne supportent pas tel ou tel médicament parce que, par exemple, ils ont un cytochrome qui a un polymorphisme, ils peuvent pas, ou ils absorbent mal, ils métabolisent mal telle hormone, tel médicament, etc. Donc c'est vraiment très très utile. Alors, juste un dernier mot sur les télomères, parce que là aussi, c'est pareil, on en parle beaucoup. C'est quelque chose d'intéressant, de sérieux. C'est intéressant, c'est sérieux, mais c'est pas la panacée. C'est, disons, dans la panoplie, c'est un indicateur de plus, c'est un marqueur supplémentaire. On peut peut-être expliquer un petit peu ce que c'est. Ouais, les télomères, c'est ce qui existe au bout des chromosomes. C'est une partie qui s'use à chaque division cellulaire. Et plus nos cellules se sont divisées, moins on en a, et plus la cellule va devenir vieille, et plus elle a risque de devenir cancéreuse ou de mourir, etc. Donc ça mesure un peu notre vieillissement. Mais ça se mesure dans le sang sur des lymphocytes actuellement. Donc c'est pas fiable à 100%, c'est fiable, mais c'est pas le reflet de ce qui se passe dans tous les organes à 100%. Donc c'est un indicateur supplémentaire du mode de vie, de l'état global antioxydant, hormonal, etc. Mais c'est pas un marqueur définitif, en tout cas, dans l'état actuel. Il faudrait le faire organe par organe, en fait. Mais on peut diminuer justement sa décroissance. Ah oui, oui, on peut améliorer par le mode de vie, par exemple, on peut améliorer les télomères. D'accord. On peut arranger ça sur quelques années. Bien sûr. Bon voilà, donc beaucoup de choses intéressantes qui sont en train de se passer, génétique, télomères, les différents bilans, métaux, hormonaux, etc. Donc plein de choses intéressantes. On vous remercie, Dr Claude Dalle, pour ces informations qui sont précieuses. Merci à vous. Vous pouvez nous envoyer effectivement toutes vos questions et le Dr Claude Dalle fera son maximum pour y répondre le plus rapidement possible. On vous remercie, à bientôt.